Bonjour les amis et fans de l'Olympique lyonnais. Alors débrief du match face à Metz. Un but partout, évidemment un résultat qui ne nous satisfait pas du tout. Non seulement le résultat ne nous satisfait pas, mais le contenu ne nous satisfait pas non plus. Ce qui ne m'a pas satisfait aussi, c'est évidemment mon live, complètement foiré. Surtout le début, évidemment, je suis vraiment désolé. En fait, pour vous expliquer, j'ai essayé un nouveau logiciel de streaming. J'ai mis toute la semaine à préparer des trucs qui m'apparaissaient vraiment bien cool. Et en fait, le système et YouTube n'ont pas pu se synchroniser. Donc c'est pour ça que j'ai dû tout recommencer au débeauté en panique. Et comme en plus je suis pas encore un super pro de la techno, ça a été ce que vous avez pu suivre. Bon, je remercie quand même aux plus de 100 personnes qui sont venues sur le live. Je vais essayer de résoudre ce problème pour le prochain match parce que j'étais vraiment dégoûté. Parce que, comme je vous dis, j'ai passé toute la semaine à essayer de bien faire mes réglages, etc. Et au dernier moment, ça a foiré. Bon, passons au match. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire malgré tout. On pourrait se dire 1-1 face à Metz à domicile, il n'y a pas grand-chose à dire, mais en fait, il y a beaucoup de choses à dire. Malheureusement, peu de choses positives, ça c'est un petit peu le souci. Et la première conclusion qu'on peut faire de ce match, c'est qu'il n'y a eu aucun effet bus, puisque on était nombreux à espérer que les incidents très très importants à Marseille allaient souder le groupe. On va se battre pour Fabio, à la guerre avec Fabio. Eh bien, de guerre, il n'y a point eu, notamment en première mi-temps, enfin même jusqu'au but messin, puisqu'en fait, on va dire l'équipe a commencé à peu près à jouer après le but messin. Mais avant ça, il s'est pas passé grand-chose. On aurait pu attribuer ce manque de beaucoup de choses à l'équipe alignée au début du match, chose sur laquelle je vais revenir. Mais on se rend compte que les entrées, notamment de Cherki, de Nuama, n'ont pas porté immédiatement leurs fruits. Il y a vraiment eu qu'à partir du but messin qu'il s'est passé un peu de choses du côté de l'OL. Alors là, on a l'attaque momentum, vous savez, j'aime bien ce petit graphique. Et vous voyez, donc nous, on est en haut, en vert, malheureusement. Et donc Metz est en bleu. Et vous voyez qu'en première mi-temps, c'est quand même pas folichon. Et c'est même Metz qui, en fin de mi-temps, peut carrément prendre le dessus. Deuxième mi-temps, c'est pas bien terrible non plus, faut dire on continue avec le même effectif et je pense qu'à peu près ici, on a l'entrée de Cherki Nuama et ensuite de Jeffinho et vous voyez que c'est pas non plus dingo. Là, Metz ouvre le score et c'est seulement à ce moment-là qu'on commence à avoir des vraies opportunités. Mais avant ça, c'est pas génial. D'ailleurs, pour moi, le meilleur joueur du match du côté de l'OL, ça a été Anthony Lopez, qui a fait quelques arrêts extrêmement compliqués. Malheureusement, il peut pas faire grand-chose sur le but. Alors, si on veut voir quand même le côté positif, je dirais que on a un manque de réussite absolument incroyable depuis le début de saison. Quand c'est pas les arbitres qui nous plombent le match, eh bien, ce sont les adversaires qui mettent en gros le but de leur vie. Rappelez-vous le but de Croupi qui sort d'on ne sait où. Le but hier de Jalot, le mec reçoit une balle de derrière, il fait un super contrôle dans la foulée, boum, il arrive enchaîné pied gauche, il met un poteau rentrant, enfin un truc de fou qu'on ne voit jamais. Enfin, je trouve vraiment que on n'a pas de bol. Regardez aussi l'action de Lacazette qui fusille à bout portant et ça arrive sur le bras du gardien. Je dirais que le gardien, je sais même pas si on peut considérer qu'il fait un arrêt, mais il fallait vraiment dans toute la surface du but que le ballon soit à un autre endroit que là et ça ne marque pas. Et d'ailleurs, on va retrouver ce manque de réussite dans les XG puisque on finit quand même à 1,89, ce qui veut dire qu'on aurait pu potentiellement mettre 2 buts. Et Metz à 0,68. Donc, franchement, statistiquement, je dis pas que le match nul est un scandale, etc., etc. Mais en tout cas, ça fait plusieurs fois
et notamment face aux équipes du bas de tableau, qu'on manque incroyablement de réussite. Alors attention, je dis pas que on est trop fort et que on manque de bol. Je dis qu'on n'est pas bon, je dis qu'on est mauvais, je dis qu'il y a des erreurs, mais que en même temps, rien ne tourne en notre faveur. Et ça, c'est un constat que je fais. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et je me dis, on peut pas quand même avoir une malchance pareille sur l'ensemble de la saison. C'est quand même pas possible. Là, ça fait des matchs et des matchs où vraiment ça ne tourne pas de notre côté. J'estime par exemple que le premier match contre Strasbourg, on doit jamais perdre ce match. On a Bellegarde qui nous met 2 buts. Alors son coup franc direct, je l'ai encore en travers. Faute à mon avis totalement de Ryu. Les buts qu'on donne gratuitement avec des passes pourries, rappelez-vous encore une fois Ryu, ou Tolisso, ou Baldé face à Lorient. Enfin, alors, ce sont des erreurs individuelles, mais des erreurs folles, qui en plus entraînent des buts qu'on n'a jamais vus de notre vie. Donc, je trouve vraiment que au-delà de notre nullité, que je ne conteste pas, attention, je dis que vraiment, on n'a pas de bol du tout, et que à un moment donné, on va peut-être quand même arriver à prendre des points avec une chance qui va se retourner un petit peu en notre faveur. Alors attention, la chance, on ne l'a pas, ça c'est sûr, mais on ne se donne pas forcément tous les meilleurs moyens pour réussir. Par exemple, ce 11 majeur envoyé par Fabio Grosso, qui est exactement le même 11 qu'il voulait envoyer à Marseille. Alors autant à Marseille, j'aurais été totalement favorable à cette équipe-là. À Marseille, on allait chercher un vieux point bien dégueulasse, donc un 3-5-2 dans ce contexte-là, moi ça me paraissait cohérent, même si évidemment je crois que Baldé on n'en peut plus quoi. D'ailleurs, pour reparler d'hier, dès la première minute, Baldé a un contre 1 face au gardien qu'il foire totalement. Et je veux dire, cette action-là, normalement, c'est but, quoi. Si c'est Lacazette à la place de Baldé, c'est but et on n'en parle plus. On mène 1-0 au bout d'une minute, je pense que le match n'a pas du tout la même couleur. Bref. Donc, face à Marseille, ça ne me gêne pas qu'on joue comme ça. Face au gros, par exemple, la semaine prochaine, face à Rennes, si on retrouve un dispositif comme celui-là, avec peut-être un autre joueur que Baldé, là, je dis, ok, il n'y a pas de souci. Seulement, face à Metz, à domicile, je ne comprends pas ce dispositif. Le problème de ce dispositif, c'est qu'il part du principe, déjà, vous voyez, on n'a pas d'ailier. Donc, le danger, il doit être apporté par Koumbedi et Tagliafico. Seulement, Tagliafico, il n'a plus envie de jouer à l'Olympique Lyonnais, il n'en a plus rien à foutre. Il n'a absolument rien apporté sur son côté, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on l'a vu un peu plus haut, mais c'était pas terrible. Koumbedi, lui, est en totale perte de confiance. Alors moi, j'ai jamais trouvé Koumbedi, c'était un très bon joueur d'ailleurs. J'avais eu quelques bifs avec les abonnés qui me soutenaient que Koumbedi c'était meilleur que Malo Gusto. Alors le Malo Gusto prêté, oui effectivement il valait pas grand chose, mais malgré tout, comparer Koumbedi et Malo Gusto, pour moi ça n'a aucun sens. Bon bref, donc Koumbedi n'anime pas du tout son aile. Souvent il monte jusque là et après il s'arrête. Alors on l'a vu souvent parce que le dispositif qui est montré là, c'est pas vraiment ce qu'il y avait sur le terrain. C'est-à-dire que Cacré était plutôt ici et Alvero ici, en numéro 8. Seulement Alvero, il a les pieds carrés. D'ailleurs, je me suis moqué de lui souvent pendant le match en disant qu'il trouvait jamais la bonne surface de pied. D'une certaine manière, son but qu'il met donc pied gauche, si vous regardez bien, la surface de pied, elle est un peu étonnante. Alors c'est pour ça d'ailleurs pendant le match, pendant le live, j'ai dit, avec ses surfaces de pied très bizarres, il va surprendre parfois le gardien parce que on ne s'attend pas à ce qu'il fasse ça, et je pense que lui-même ne s'y attend pas. Et d'ailleurs, on était tous surpris qu'il mette le but parce que quand on le voit enchaîner le truc, déjà il fait tout ça à 2 à l'heure et il enchaîne pied gauche. La balle paraît pas spécialement forte, mais je trouve que le gardien a été surpris justement par cette trajectoire. Mais si vous regardez bien le but, c'est pas une minace à 25 mètres, quoi. C'est vraiment un truc, on se demande même comment ça arrive jusqu'au but. Enfin bon, bref. Et donc Cacré était ici, à la relance, mais il ne trouvait jamais rien. Koumbedi, il cherchait tout le temps Alvero, mais Alvero, une fois qu'il avait le ballon dans les pieds, il était totalement paumé. Et de ce côté-là, Diawara ne trouvait pas le soutien de Tagliafico, donc il devait y aller tout seul. Donc ce 3-5-2, il peut marcher si les pistons
font un super travail pour venir alimenter les attaquants. Seulement, ça n'a pas du tout été le cas. Et ça m'ennuie parce que c'est pas la première fois qu'on voit ça, puisque j'étais présent à Reims, et à Reims, on avait exactement le même dispositif, à la différence près que Lacazette n'était pas là, et c'était Ryan Cherki, donc on avait un 5-3 1-2, non, j'en mets pas un de trop. Enfin bon, on avait les milieux de terrain, non, 1-1. En fait, 5-3-1-1. Donc vous imaginez, on avait juste Baldé en pointe, donc déjà ça partait mal, et Ryan Cherki pour l'alimenter. Mais comme Tagliafico et Koumbedi ne montaient pas, il ne se passait rien du tout. Et c'est ce qui s'est passé hier. On ne peut pas à domicile, selon moi, jouer avec ce dispositif, ce n'est pas possible. Et Fabio Grosso, après le match, dit « Oui, mais ce n'est pas un problème de dispositif, c'est un problème d'état d'esprit. » Alors, oui, bien sûr, mais alors, ça veut dire aussi qu'il reconnaît que l'état d'esprit n'a pas évolué, donc Ephebus 0. Mais si on regarde l'attaque momentum, tant que cette équipe-là a été sur le terrain, il ne se passait vraiment quasiment rien. Et le peu qu'on a eu avec Baldé, ça n'a pas été au fond. Voilà, moi je pense que face à des petites équipes à domicile, il faut être beaucoup plus ambitieux. Et quoi qu'on pense de Ryan Cherki, quoi qu'on pense de Nuama, parce que moi j'ai des fortes réserves sur Nuama, qui est un jeu extrêmement prévisible, mais bon, c'est quand même quelqu'un qui va dans la provocation, idem pour Jefinho. Donc moi j'enlève Baldé, je passe en 4-2-3-1 face à des équipes comme Metz. Et je demande à Tagliafico, tu ne veux pas monter, tu ne montes pas. Je mets Mata du côté droit et je lui dis, tu ne veux pas monter puisque Mata n'apporte pas grand chose offensivement. Donc je lui dis, tu ne montes pas. On a des ailiers puisque dans le dispositif que je propose, on aurait Jefinho à gauche, Nuama à droite. On peut d'ailleurs les invertir pour les mettre sur leur bon pied pour centrer, pas pour tirer. Puisque Nuama finalement était prévisible. Moi je préfère qu'il utilise son pied gauche pour faire des centres plutôt que pour tirer, puisque il fait toujours la même chose. Il revient sur son pied gauche et il tire, et donc il s'est fait contrer 25 fois, tout simplement parce que les mecs ont compris qu'ils n'avaient qu'une seule façon de jouer. Donc ça c'était embêtant. Et Ryan Cherki, à la limite, moi je préfère que on ne réussisse pas à gagner en ayant essayé de gagner, plutôt qu'en envoyant ce dispositif-là. Alors Fabio Grosso, évidemment, se retrouve quand même en difficulté. C'est vrai que c'est très très difficile de s'en prendre à lui parce que on voit qu'il est de bonne volonté, on voit que lui c'est un warrior, c'est un combattant. On aimerait bien qu'il arrive à influencer ses joueurs à être aussi déterminés que lui, mais force est de constater que ce n'est pas le cas. Et quand Chris lui demande « Est-ce que tu arrives à mettre l'équipe à ton image ?» Fabio répond avec beaucoup d'humour, à mon image, avec mon œil abîmé, oui. Donc oui, alors lui il dit, voilà, les joueurs, ils jouent un peu avec la peur au ventre, on a peur de mal faire. Mais en même temps, l'équipe, elle est à l'image de ce que propose l'entraîneur. Quand vous mettez un 3-5-2 face à Metz, vous êtes dans une position de peur. Donc les joueurs, ils ont peur. Vous n'êtes pas du tout dans une position de conquête. Alors, justement, je vous ai proposé un sondage sur Fabio Grosso et vous allez voir que pour l'instant, c'est très très mitigé. Quand Fabio est arrivé, il avait 88% sur le sondage de la chaîne, je précise, de bonnes opinions. Donc c'était vraiment massif. Et vous allez voir que son crédit s'est quand même un petit peu amenuisé. Enfin même beaucoup. Donc je vous ai posé la question, malgré un bilan comptable très insuffisant, faites-vous confiance à Fabio Grosso ? Vous voyez qu'on était passé de 88 à 44. Alors ça veut pas dire qu'il y a 26% qui attendent encore pour se prononcer, qui ne sont pas d'accord avec les 44. Hein. Mais vous voyez, il y a quand même 30% désormais qui ne croient déjà plus en Fabio Grosso. Alors, moi je suis mitigé. Je serai encore un petit peu ici. J'attends encore pour me prononcer. Mais je dois dire que pour moi, je vois pas de progrès. Je vois pas de progrès. Il est arrivé, il a joué contre Brest qui nous a sauté sur le rable, et on n'a pas su répondre. Après, il y a eu d'autres matchs, et des matchs pas très bons. Le meilleur match, c'était face à Lorient, et on ne ramène qu'un point à domicile, avec des choix de Fabio qui sont discutables. Alors,
certains disent, et bon, je pense que c'est la vérité, il cherche encore son équipe. Mais surtout, il fait des choix très étranges. Par exemple, Maitland Niles, qui est titulaire il y a 2 matchs, et qui ensuite n'est même pas dans le groupe. Comprenez pas ça. Et hier, il ne joue pas du tout. Kelly Alvero, titulaire 3 ou 4 fois consécutives, puis non retenu. Et là, à nouveau titulaire. Vous voyez, c'est pas compréhensible. Nuama, qui est quand même une recrue extrêmement chère, même si c'est pas l'Olympique Lyonnais directement qui a payé, qui est remplaçant. Ryan Cherki, avec tous les défauts qu'il a, je ne vais pas le nier. Malgré tout, c'est un type qui peut faire des différences, mais là, bon, finalement, en le pointant du doigt, en laissant croire, parce que c'est peut-être la vérité, je n'en sais rien, que c'est lui la taupe, vous le mettez quand même en difficulté. Ryan Cherki, il est pas serein, ça se voit. Mais en tout cas, voilà, surtout le système de jeu montre que vous êtes fébrile, que vous n'y croyez pas trop, que et en plus, voilà, on a des joueurs moyens, on va pas se mentir. Donc, écoutez, je trouve pour le moment que Fabio, en tout cas, n'a pas réussi à imprimer une patte. Il croit toujours et l'affirme constamment que le travail va payer. Il croit en la valeur travail. Je crois aussi en cette valeur travail. Mais force est de constater que pour le moment sur le terrain, il n'y a pas du tout de changement. Donc soit lui n'arrive pas à faire passer son message, soit son message n'est pas entendu. Je pense qu'il va tenir jusqu'à la trêve hivernale, mais quand on voit le calendrier, s'il n'arrive pas à réussir 1 ou 2 exploits, par exemple, ramener 3 points de Marseille, on voit que Marseille n'est pas non plus en grande forme, ramener quelque chose de Rennes, notre prochain adversaire, qui n'est pas non plus en grande forme, on voit que Bruno Genesio a commencé à être extrêmement contesté. Donc, si Fabio ne réussit pas à ramener des points, parce que c'est quand même ça le nerf de la guerre, ça va être très compliqué. Et autant on apprécie l'homme, on apprécie sa détermination, on apprécie tout ce qu'il fait pour essayer de sortir le club de l'ornière, mais pour le moment, il n'y arrive pas. Et quand vous êtes entraîneur, vous êtes toujours jugé au résultat. Alors, hier, on a vécu des choses assez étranges, on va dire, autour du match. Nouvelle fois, les supporters prennent les choses en main, puisque la direction est absente. Hier, pas de Textor dans le stade, pas de Cucci, pas de Vincent Ponceau. Et finalement, on se retrouve avec Tony Parker, qui officiellement n'a aucune fonction en club, et qui était dans le siège du président. Donc vous voyez, du grand n'importe quoi. Les supporters, eux, l'affirment, objectif maintien. Parce que si on ne comprend pas qu'on joue le maintien, on se trompe absolument de combat. Fabio Grosso lui l'a dit rapidement. Mais pour le moment, au niveau de la direction, on n'entend pas du tout ce genre de choses. Donc les supporters le disent, l'objectif, c'est le maintien. Et d'une certaine manière, ça veut dire que les joueurs doivent accepter que pour eux, se maintenir au jour d'aujourd'hui, se maintenir, c'est presque comme aller chercher le titre. C'est-à-dire qu'on se voit tous tellement en Ligue 2 que si on arrive à se maintenir, on sera presque aussi heureux que si on avait gagné le titre. Je sais, ça paraît ridicule de dire ça, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'aborde. C'est-à-dire que tout point gratté, toute victoire grattée, même dégueulasse, même moche, ce sera considéré comme quelque chose d'exceptionnel. Et donc, quand vous êtes encore dans l'illusion de Textor et de sa qualification européenne, qu'on est dans les meilleures équipes du championnat, etc., etc., vous faites fausse route si vous pensez ça. Par contre, si vous vous dites, maintenant, on doit aller chercher ce putain de maintien, et même avec des 3-5-2 dégueulasses, si on ramène des 0-0 bien moches, c'est toujours un point de prix. Par exemple, quand on va aller jouer à Toulouse, voilà, on ramène un vieux 0-0 dégueulasse, on doit être content. Et je me souviens des gens qui trouvaient honteux qu'on ne ramène qu'un vieux 0-0 de Nice. Regardez où est Nice, regardez où on est. Ce point-là, il était très très bon. Même si, dans ce qu'on a vu sur le terrain, c'était ignoble. Mais on avait un objectif, Laurent Blanc à l'époque avait un objectif, c'était de ramener un point dans ce match. Il l'a ramené, mission accomplie, et maintenant on doit être dans cet état d'esprit. Par contre, à domicile, et notamment face aux petites équipes,
il faut absolument qu'on aille chercher les 3 points. Parce qu'à ramener des matchs nuls, on n'avancera jamais. Un match nul, au final, c'est pas vraiment différent d'une défaite. Il vaut mieux faire une victoire et 2 défaites que 2 matchs nuls. Donc, je pense qu'à domicile, il faut avoir une équipe beaucoup plus conquérante, mais à l'extérieur, les 3-5-2, vous ne m'entendrez jamais les critiquer, y compris chez les équipes faibles. Vous ramenez 1 point de Toulouse, moi je suis content. Vous ramenez 1 point de Clermont, je suis content. Mais par contre, à domicile, et face à ces équipes-là, il faut prendre des points. Alors une nouvelle fois, ce sont les groupes de supporters qui prennent la place d'une présidence totalement défaillante. Donc le capot des Bad Guns a discuté avec Fabio Grosso et lui dit: le problème, il n'y a personne du club qui est là pour t'épauler toute la semaine ou même pour être là tout de suite. Donc je pense que les absences des membres de la direction ont beaucoup agacé, ce qu'on comprend vu la situation du club. Car ce n'est pas à toi d'être là aujourd'hui devant nous. Et Fabio a dit: on vous donnera tout, car vous le méritez, merci pour tout. On a tout fait pour aller chercher cette victoire aujourd'hui, on ne lâchera rien, on doit y arriver, on ne doit pas imaginer d'autre chose, je suis avec mes joueurs, surtout sur la défaite. Donc Fabio y croit, tout du moins il le dit, il ne lâche rien, il va continuer à bosser, on voit que petit à petit il resserre son groupe, il y a des joueurs qui ont totalement disparu de la circulation, comme Kaletachar, on voit que Lovren, qui a été un peu, je dirais, le stabilisateur de l'équipe en début d'année 2023, mais qui a fait un retour calamiteux, qui paraît-il aux entraînements n'est pas bon du tout. Donc Lovren a lui aussi été écarté, et rendez-vous compte quand même que on est obligé de rappeler Diomandé dans le 11 majeur. C'est pour ça que vraiment, au mercato hivernal, il va falloir révolutionner notre défense centrale, sans doute laisser Tagliafico partir, et évidemment notre milieu de terrain qui est absolument abominable, et aller chercher 1 ou 2 offensifs. Donc il y a un travail colossal à faire au mercato d'hiver, et je vous proposerai avec moi je vais faire des lives sur le mercato, et on va essayer de voir quels joueurs on garde, quels joueurs on fait partir, poste par poste. Donc on fera ça, je ferai donc des sondages en direct, et on va essayer de nettoyer l'effectif de tous les éléments qui le polluent, et visiblement il y en a beaucoup, y compris des grands noms, des très grands noms de l'équipe, eh bien qui sont tout simplement démobilisés. Et si on veut se sauver, il faut des mecs qui sont capables de se mobiliser, avec évidemment 2 éléments à prendre en compte. Est-ce que la DNCG va nous laisser recruter? Ce que j'espère. Si vous voulez avoir mon avis sur le budget, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le budget. D'ailleurs, je vous remercie parce que vous avez été très 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 nombreux à regarder cette vidéo. 2000 vues sur une vidéo de 40 minutes qui parle que de chiffres. Franchement, c'est presque la vidéo dont je suis le plus fier, parce que réussir à vous mobiliser sur un sujet aussi délicat, aussi aride, faut bien le dire, c'est une vidéo vraiment qui ne parle que de chiffres. Mais je pense que si on veut comprendre le club, il faut aussi comprendre son budget, sinon on passe à côté de beaucoup de choses. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que la DNCG va nous autoriser à recruter? Et dans ce cas-là, qui va vouloir venir à l'Olympique Lyonnais? Un Olympique Lyonnais en difficulté, un Olympique Lyonnais qui joue le maintien, qui va peut-être descendre en Ligue 2. Alors là, je pense de toute façon que tous les joueurs, c'est pour ça quand on me dit personne ne va vouloir venir, je suis pas tout à fait d'accord, parce que déjà, il faut savoir qu'il y a des championnats, notamment en Amérique du Sud, qui vont se terminer. Donc les joueurs seront en fin de saison, notamment, on parle des joueurs de Botafogo, mais il n'y a pas que. Il y a des joueurs qui ne jouent pas dans leur club, mais qui sont des joueurs de valeur. Je parle souvent de Rafael Guerreiro, qui ne joue pas beaucoup au Bayern de Munich et pourtant qui est un super joueur. Et ces joueurs-là pourraient accepter de venir en prêt, tout simplement pour se relancer. Et puis il y a des joueurs qui sont revanchards et qui, de toute façon, mettront des clauses en cas de descente en Ligue 2 qui les libèrent de leur contrat. Donc, ils viennent pour une mission sauvetage.
Donc moi, je pense qu'il y a moyen de trouver. Mais par contre, il va falloir commencer à travailler très tôt. On est le 6 novembre. Donc je suis content que on ait recruté des personnes pour améliorer la cellule de recrutement. Mais il va falloir d'ores et déjà définir qui doit partir, qui doit rester. Et les profils pour échanger avec les joueurs, avec les agents, pour réussir ce mercato hivernal qui, d'une certaine manière, est presque notre dernier levier. De toute façon, à ce jour, on n'a que 3 leviers. Le premier levier, c'est de faire confiance en Fabio Grosso et à sa quantité de travail, en espérant que ça va payer. Deuxième levier, eh bien, c'est de changer d'entraîneur. Or, ça veut dire repartir de zéro. Certains sont prêts à le faire. Moi, je ne sais pas. J'attends encore de voir si Fabio réussit à trouver les mots. Et le troisième levier, bien entendu, c'est le mercato. Certains clubs vraiment se sont relancés après le mercato hivernal. Et là encore, allez voir ma vidéo sur le budget. Vous allez voir qu'on a beaucoup d'argent à dépenser. Mais évidemment, il faut réussir à convaincre des joueurs. Moi, je pense que c'est possible parce que malgré tout, on est capable de donner quand même des salaires que d'autres clubs de Ligue 1 qui sont relégables ne peuvent pas donner. Et aussi de mettre des clauses en cas de descente en Ligue 2, soit pour baisser les salaires, soit pour libérer les joueurs de leur contrat. Donc si vous voulez, c'est pas quelque chose qui m'inquiète particulièrement, mais il faut des mecs référencés, il faut des mecs qui apportent une vraie plus-value à l'équipe, ce qui pour le moment par rapport au mercato hivernal n'est vraiment pas le cas. Alors bien entendu, vous le savez, le club suit énormément les réseaux sociaux, mais évidemment, on va dire la sphère journalistique. Et ce qu'il faut dire, c'est que pour le moment, le journal L'Équipe et des gens, on va dire, qui sont pro-OL, contrairement à ce qu'on veut bien croire. Par exemple, Vincent Duluc, qui suit l'OL depuis 35 ans. Autant vous dire qu'il n'a pas envie de suivre l'OL en Ligue 2 face à des Châteauroux et des Rodez. Donc lui aussi, je pense qu'il a envie que le club se sauve. Et donc ce qu'il faut dire, c'est que si pour le moment les groupes de supporters suivent à fond Fabio Grosso, vous voyez donc avec le sondage que j'ai fait sur la chaîne qu'il commence à y avoir du scepticisme. J'ai regardé pas mal de débriefs et chez les autres chaînes, que ce soit Lyon Fan TV, que ce soit Julien Le Gone, sur le Space de Gunback, alors là ça a vraiment sorti la Kalachnikov contre Fabio Grosso. On va dire les suiveurs, ce qu'on pourrait appeler des influenceurs, eh bien commencent ou continuent à avoir beaucoup de doutes sur Fabio Grosso. Et évidemment, les journalistes, dans leur majorité, doutent énormément. Et là, donc Vincent Duluc a tweeté donc après le match. Grosso voulait jouer à 5 à Marseille. Comme je vous l'avais dit, c'était exactement la même composition qu'il voulait envoyer à Marseille. Ok. Mais contre Metz, vraiment, il n'y a rien qui va dans le jeu lyonnais, aucune amélioration, aucune qualité. Il va quand même falloir qu'il montre une influence positive à un moment. Donc Vincent Duluc, pour le moment, ne condamne pas Fabio, mais force est de constater que pour le moment, 2 points en 5 matchs face à des équipes du bas de tableau, faut quand même le dire, et bien évidemment, ça ne plaide pas en faveur de Fabio. Donc on est partagé parce que on sait qu'il a souffert pour nous, physiquement dans sa chair. On sait qu'il se donne à fond. Mais sans résultat, la situation ne sera pas tenable éternellement. Est-ce qu'on va lui donner justement la chance d'avoir des renforts au mercato et donc de repartir sur 2024 avec un effectif beaucoup plus cohérent, beaucoup plus complet? Je ne sais pas. On sait que John Textor a parfois des décisions, je dirais, sur le coup de la colère, pas toujours très réfléchies, pas toujours très anticipées. Donc tout est possible. De toute façon, ce n'est pas nous qui sommes des décideurs. Mais en tout cas, voilà, la sphère journalistique commence à douter. Une grande partie des supporters, une partie des supporters commence à douter. Une partie importante des influenceurs commence à douter. Donc il va falloir qu'il se passe quelque chose. Prochain match donc contre Rennes. Évidemment, je ferai un live que j'espère ne pas foirer lamentablement comme la dernière fois. En tout cas, je remercie donc les plus de 100 personnes qui sont venues
me soutenir. Pour si vous n'avez jamais assisté à un live, vous verrez, c'est assez différent. Vous allez découvrir une personnalité, une phase de personnalité que vous ne connaissez pas, puisque je suis vraiment à fond dans le match et que j'essaye aussi de faire un petit peu d'humour. D'ailleurs, certains m'ont remercié pour me dire le match est pourri, est ennuyeux, mais bon, parfois on rigole bien. Donc, si vous n'avez jamais été sur mes lives, essayez. Je pense que vous ne serez pas déçus. Dès lors que je ne foirerai pas la technique. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre sentiment après ce match décevant, bien entendu. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.